Mais quel est son plan? Quelques mois seulement après son entrée dans l'équipe de Donald Trump, le milliardaire Elon Musk, derrière Tesla, SpaceX ou encore X, s'est engagé à se retirer considérablement de son travail au sein du gouvernement dès le mois de mai pour se concentrer sur la gestion de Tesla. Alors pourquoi ce changement de cap? Comment est-ce qu'il faut analyser tout cela? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une de ces actualités du jour et au passage, j'en profite pour vous dire, c'est une petite nouveauté, qu'à partir de demain, ce format des actus du jour, il va continuer le week-end. Alors pas le samedi et le dimanche, faut quand même pas exagérer, mais il y aura en plus à partir de maintenant et au moins pour quelques semaines, le temps que l'on teste tout ça, et bien ce format des actus du jour qui sera aussi disponible le samedi. Alors vous le savez, c'est déjà le cas ces derniers jours, ce sera pas toujours moi qui présenterai les actus, mais l'idée c'est aussi pour nous de continuer à suivre certains sujets, il y a beaucoup d'actualités en ce moment et ça nous paraît cohérent de continuer et de tester au moins de le faire aussi donc le samedi. Vous nous direz en tout cas ce que vous en pensez, mais on se permet aussi de faire ça parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à suivre ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast. Et voilà, du coup, on continue à se développer, à essayer de vous proposer au mieux ce format-là. Donc on est preneur de vos retours dans les commentaires. Alors le sujet d'aujourd'hui sera peut-être un petit peu plus court que les autres, mais donc on attaque directement le sujet. Ça ne vous aura pas échappé, Elon Musk a été beaucoup impliqué en politique depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Il a financé massivement la campagne de Trump. Désormais, il est à la tête du département de l'efficacité gouvernementale qui a été créé par le président américain pour réduire drastiquement les dépenses de l'État et notamment trouver 2000 milliards de dollars d'économies. En gros, initialement, il voulait supprimer quasiment un tiers du budget de l'État fédéral avant finalement de voir ça vraiment à la baisse puisque désormais, il parle de 150 milliards d'économies sur la prochaine année. Alors depuis quelques semaines, et il me semble qu'on en avait parlé d'ailleurs dans ce format, il y avait vraiment des rumeurs comme ça de potentielle prise de distance d'Elon Musk vis-à-vis de Trump sans forcément que ça se confirme, mais c'est donc le milliardaire lui-même qui l'a officialisé lors d'une conférence sur les résultats financiers de Tesla pour le premier trimestre. Il va donc réduire son temps au gouvernement à 1 ou 2 jours par semaine à partir du mois de mai, estimant que l'essentiel de son travail au département de l'efficacité gouvernementale est accompli. À noter au passage que de toute façon, juridiquement, il n'aurait pas pu être employé plus de 130 jours. Je rentre pas dans les détails là-dessus, mais dans tous les cas, donc, il se met en retrait de ce poste. Alors, c'est pas forcément un signe de tension entre les deux, même s'il y a quand même des tensions au sein du gouvernement. Ça avait été rapporté par plusieurs médias, mais Trump a quand même salué, je cite, un homme incroyable et brillant en parlant donc d'Elon Musk. Et par ailleurs, même si ça se confirme et qu'il quitte donc le gouvernement dans les prochaines semaines, on peut imaginer qu'il va rester très proche de Donald Trump. Mais c'est tout de même intéressant à noter et cette prise de parole, elle intervient alors que Tesla, donc constructeur de voitures électriques qui a longtemps été pionnier dans le domaine, connaît d'importantes difficultés. Les ventes de l'entreprise d'Elon Musk au premier trimestre 2025 ont chuté de 13% par rapport à l'année dernière et de 32% par rapport au trimestre précédent pour atteindre son plus bas niveau depuis 2022. Par ailleurs, le chiffre d'affaires qui est issu de la vente de véhicules, qui reste évidemment la principale source de revenus de Tesla aujourd'hui, eh bien ça a chuté de près de 20% et le bénéfice net s'est effondré de 71%. Alors comment expliquer cette dégringolade? Je vais essayer d'être le plus efficace possible et le plus factuel par rapport à tout cela avec ce que l'on sait aujourd'hui. Premier élément qui peut l'expliquer, c'est la montée en puissance de constructeurs chinois. On peut parler par exemple de BYD, je crois que ça se prononce comme ça, BYD, qui domine désormais le marché des véhicules électriques low cost avec des batteries à charge rapide. On peut aussi noter que Tesla a pris beaucoup de retard dans le lancement de nouveaux modèles. Alors si on met de côté un modèle comme le modèle Cybertruck, qui est forcément un modèle très particulier sur la forme et qui en plus de toute façon ne se vend pas beaucoup et n'existe pas dans de nombreuses régions, notamment en Europe. Le dernier modèle, c'est le modèle Y, il date de 2020 et c'est donc assez vieux finalement pour une voiture. En parallèle, autre impact important, c'est les droits de douane imposés par Donald Trump, notamment sur la Chine. Elon Musk lui-même a déclaré que les droits de douane auraient un effet non négligeable sur les prix des pièces automobiles importées par Tesla pour fabriquer ses voitures. Donc il y a un risque paradoxalement que les mesures mises en place par Trump impactent négativement les entreprises d'Elon Musk. Mais l'autre explication importante qui est mise en avant pour expliquer des chutes importantes notamment en Europe, c'est le contre-coup de l'implication politique d'Elon Musk. Alors on a parlé de ses coupes budgétaires drastiques. Il a notamment mis fin quasiment complètement à l'agence de développement et d'aide humanitaire américaine. On peut parler des suppressions de postes donc par centaines aux États-Unis, des suppressions d'emplois qui l'ont rendu assez impopulaire chez une partie des Américains. On peut aussi plus largement évoquer toutes ces prises de parole depuis son financement massif de la campagne de Donald Trump. Ensuite, il y a eu de nombreuses déclarations très polémiques et très régulièrement sur son compte X. Il y avait aussi évidemment, et vous en souvenez très probablement, cette question du salut fasciste ou salut nazi d'Elon Musk il y a quelques mois. Mais tout ça donc forcément a eu un impact sur le milliardaire américain, mais aussi donc directement sur les ventes de Tesla. Et d'ailleurs, on peut le noter, les conséquences, on les observe par exemple au Canada, le Canada qui a
été l'une des premières cibles de Trump avec les droits de douane. Il y a eu de nombreux appels au boycott de Tesla, des manifestations qui se sont multipliées. Le constructeur a même été exclu du salon automobile de Vancouver pour des raisons de sécurité. Mais ce n'est pas le seul marché qui est touché. On en avait parlé directement sur notre compte Instagram. Il y a eu aussi de nombreuses Tesla vandalisées en Europe et des chutes de vente assez impressionnantes en Europe. Par exemple, les immatriculations de véhicules Tesla ont chuté de 41% en France et de 62% en Allemagne entre les premiers trimestres de 2024 et 2025. Bon, par contre, ce qu'il faut quand même noter pour nuancer tout ça, c'est que depuis ces prises de parole de Musk qui dit vouloir se reconcentrer sur Tesla, l'action Tesla, qui était en chute libre depuis des mois, a immédiatement rebondi en bourse d'environ 9% suite à l'annonce de ce retour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe en ce moment révèle en quelque sorte les limites de la stratégie d'Elon Musk, à savoir une forme d'hyper-personnalisation de ses entreprises et principalement donc aujourd'hui de Tesla, mais on peut aussi parler d'ailleurs de X. À noter au passage que de nombreuses déclarations d'Elon Musk ces derniers mois ont crispé, y compris au sein même du parti républicain, avec de nombreux médias qui ont évoqué donc des moments de vraie tension, où de nombreux élus américains estimaient qu'Elon Musk, en plus de nombreuses déclarations qui ont suscité l'indignation, prenait trop de pouvoir au sein du gouvernement. On va en tout cas suivre tout ça dans les prochains jours. Au passage, ce week-end, sur notre chaîne YouTube des grands formats, on va publier une nouvelle vidéo liée un petit peu à ce sujet, puisqu'on va se pencher sur les 100 premiers jours de Trump à la Maison-Blanche. On y est là, ça va faire 100 jours. Et on va analyser donc factuellement toutes les mesures ou toutes les déclarations importantes de Trump sur ces 3 mois environ à la Maison-Blanche. Ça se passe donc sur notre chaîne grand format que je vous mets en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec les dernières informations sur l'attaque au couteau dans le lycée Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes. Une lycéenne a été tuée et 3 autres élèves ont été blessés ce jeudi en milieu de journée. L'assaillant, Justin P., un élève de l'établissement âgé de 15 ans, a été hospitalisé en psychiatrie ce jeudi soir. Selon les premiers éléments de l'enquête, il n'est pas connu des services de police, de justice ou de renseignement. Le matin de l'attaque, il avait par contre envoyé par mail à tous les élèves du lycée un manifeste sous la forme d'un PDF de 13 pages intitulé « L'action immunitaire ». Dedans, il détaillait une vision très sombre de la société, il dénonçait un écocide globalisé, la violence systémique et l'aliénation sociale, ou encore la mondialisation qui a transformé notre système en une machine à décomposer l'humain. Un élève de Notre-Dame de Toutes-Aides a déclaré à BFM TV que dimanche dernier, Justin P. avait prévenu ses camarades qu'il s'agirait de la dernière fois qu'ils allaient le voir. Selon lui, l'adolescent parlait régulièrement de nazis, d'extrémisme et de djihadisme. Un camarade de classe a lui affirmé à France 3 qu'il revendiquait des idéologies nazies de Hitler. Sur X, le président Emmanuel Macron a salué le courage du personnel de l'établissement qui est parvenu à maîtriser l'assaillant avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le Premier ministre François Bayrou a de son côté dénoncé une violence endémique et a appelé à un sursaut collectif. Pour le moment, la garde à vue de Justin P. est levée, elle ne reprendra que si son état psychologique le permet, autrement il restera hospitalisé. Deuxième actu, et il s'agit malheureusement d'une autre attaque. Un fidèle musulman a été tué ce vendredi matin à coups de couteau par un autre fidèle à l'intérieur de la mosquée de la Grand-Combe dans le département du Gard. Le mobile est pour l'heure encore indéterminé, c'est ce qu'a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini. Le corps a été retrouvé aux alentours de 11h30 lorsque les premiers fidèles sont entrés dans la mosquée, selon une source proche de l'enquête à BFM TV. L'attaque s'est produite vers 8h30 à l'intérieur de la mosquée, alors que seuls 2 hommes s'y trouvaient, toujours selon BFM. Alors qu'ils priaient côte à côte, l'un d'eux a subitement agressé l'autre, sans raison apparente, lui infligeant entre 40 et 50 coups de couteau, selon les premières constatations qui devront être confirmées par l'autopsie. La victime serait un homme d'une trentaine d'années et une figure connue parmi les fidèles de cette mosquée. Un témoin sur place a déclaré aux médias Midi Libre que l'assaillant n'était en revanche pas un habitué des lieux. Une enquête pour meurtre, confiée aux gendarmes, a été ouverte par le parquet d'Alès et le parquet national antiterroriste évalue les faits selon BFM TV. Troisième actu qui concerne la bande de Gaza, au moins 55 personnes ont été tuées, dont des enfants, lors de bombardements israéliens sur le territoire palestinien ce jeudi, selon la défense civile palestinienne et des sources hospitalières. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne avait appelé les habitants des villes de Beit Hanoun et de Sheikh Zayed, au nord de la bande de Gaza, à évacuer avant, je cite, une frappe puissante sur une zone accusée d'abriter des opérations de snipers et des activités terroristes. Par ailleurs, le lieutenant-général israélien Eyal Zamir a également menacé de mener une opération plus vaste sur le territoire palestinien si Israël ne constate pas de progrès dans le retour des otages dans un avenir proche. Depuis la rupture de la dernière trêve par Israël le 18 mars, aucun autre accord sur un cessez-le-feu et une libération d'otages n'a été accepté par Israël et le Hamas. 58 otages israéliens sont toujours retenus à Gaza, 34 d'entre eux ont été déclarés morts par l'armée israélienne. Quatrième actu, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré ce jeudi que la Russie était prête à un accord pour mettre fin au
au conflit en Ukraine. Il a malgré tout nuancé son propos, déclarant que certains éléments de ce potentiel accord doivent encore être peaufinés, sans préciser lesquels. Dans un entretien à la BBC diffusé ce vendredi, le maire de Kiev, la capitale ukrainienne, a admis que l'Ukraine pourrait avoir à envisager d'abandonner des territoires pour conclure une paix temporaire. Cette annonce du chef de la diplomatie russe a été faite à la suite de l'avertissement du président américain Donald Trump envers son homologue russe Vladimir Poutine. Il avait déclaré sur son réseau Truth Social n'être pas content de frappes russes sur la ville de Kiev, ayant fait au moins 13 morts dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces frappes interviennent à un très mauvais timing selon Donald Trump, qui avait affirmé quelques jours plus tôt être très proche d'un accord, mais reproché au président ukrainien Volodymyr Zelensky de ne pas vouloir le conclure. Selon le président américain, le point de blocage principal concerne la Crimée, une péninsule ukrainienne annexée illégalement par la Russie en 2014, car le président ukrainien refuserait de reconnaître ce territoire comme russe. Donald Trump a finalement affirmé ce vendredi dans le magazine Time que la Crimée restera sous contrôle de la Russie et que Volodymyr Zelensky le comprenait. Pour l'instant, le président ukrainien n'a pas réagi. Cinquième actu, vu qu'on parle de Donald Trump, le président américain a signé ce jeudi un décret pour accélérer la délivrance de permis d'extraction de minerais dans les fonds marins et élargir ces extractions aux eaux internationales, donc des zones maritimes qui n'appartiennent à aucun État. Concrètement, il veut donc autoriser l'extraction de ressources situées en eau profonde dans des zones maritimes qui sont gérées par l'autorité internationale des fonds marins et pas par les États-Unis ou d'autres pays. Selon un haut responsable américain, l'exploitation de ces ressources permettrait de récolter 1 milliard de tonnes de matériaux en 10 ans. Donald Trump cherche en particulier des minéraux précieux comme le nickel, le cuivre, le cobalt ou encore le manganèse qui sont utilisés notamment pour construire des téléphones et des ordinateurs. Le décret demande également un mécanisme de partage de ces ressources. Mais cette proposition ne fait pas du tout l'unanimité. De nombreuses organisations de défense de l'environnement s'opposent à la collecte de minéraux qui pourraient selon elles menacer gravement l'écosystème marin. Il faut savoir que ce décret de Donald Trump est à contre-courant de récentes décisions prises en Europe. Par exemple, le Portugal a récemment voté en faveur de la suspension jusqu'en 2050 de l'exploitation minière des fonds marins de ses eaux territoriales, donc les zones maritimes qui lui appartiennent. Et enfin, on termine avec cette découverte scientifique. Des archéologues ont annoncé ce jeudi avoir trouvé au Pérou, en Amérique du Sud, des restes humains d'une femme qui daterait de près de 5000 ans. Elle aurait appartenu à la civilisation Caral, qui est la plus ancienne civilisation d'Amérique. Selon les premières analyses, cette femme d'environ 1,50 m serait âgée entre 25 et 30 ans, mais ce qui intéresse en particulier les scientifiques, c'est qu'elle porte une coiffe qui signifie qu'elle avait un statut élevé dans la société. David Palomino, le chef de l'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte, a déclaré que sa sépulture correspondait à celle d'une femme d'élite. Elle pourrait donc être une preuve que les femmes jouaient un rôle de premier plan dans cette civilisation qui a vécu entre -3000 et -1800 avant Jésus-Christ. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Voilà donc pour l'actualité aujourd'hui. Ce week-end, je vous le disais, nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit donc à demain pour les actus du samedi.